Voilà, on se retrouve maintenant sur le plateau de Parole Directe, la nouvelle émission politique de TF1. Et ce soir, notre premier invité, c'est le Premier ministre François Fillon. Nous devons pouvoir regarder nos concitoyens dans les yeux parce que nous avons été fidèles à nos engagements. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir, Laurence Ferrari. Merci d'être avec nous ce soir. Cette phrase, vous l'avez prononcée il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale. Vous vous en rappelez, bien sûr. Alors, nous sommes à 1 an de la présidentielle. Visiblement, une grande majorité de Français ne pense pas que vous avez tenu vos engagements. Que leur répondez-vous ce soir ? D'abord que je les comprends. On vient de traverser une crise économique et financière très grave qui a bousculé complètement les économies de tous les pays et notamment des pays développés. On est en train d'en sortir de cette crise, on a de très bonnes prévisions en matière de croissance, en matière de chômage, mais pour les Français, ce qui compte, c'est la situation qu'ils rencontrent. Et donc, les réformes qui ont été faites, qui sont souvent des réformes de structure, des réformes lourdes, la retraite, l'université, le service minimum, le nouveau dialogue social, ce sont des réformes qui changent le fonctionnement de notre pays, mais dont les effets se mettent en place progressivement. Et au fond, ce qui est important pour l'année qui vient, qui va être une année préélectorale avec beaucoup d'agitation, beaucoup de crise, c'est que le gouvernement, le président de la République, le Premier ministre, soit bien concentré sur la croissance et l'emploi. Parce que les résultats, on est en train de les tenir, on est en train de les avoir. Je pense qu'on va annoncer demain des résultats de croissance qui seront nettement supérieurs à ceux de nos voisins. Justement, le Figaro les publie. Le premier trimestre serait bien meilleur que prévu. De 0,6, on passerait à 0,8. Est-ce que vous confirmez ces chiffres ? Je ne les confirme pas parce qu'il y a un embargo jusqu'à demain matin. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le chiffre est meilleur que celui que le Figaro donne. Plus que 0,8. Et on va donc faire plus que 0,8 au premier trimestre. Ça sera 2 fois mieux que la Grande-Bretagne. Ça sera plus de 2 fois la croissance dans la même période des États-Unis. Est-ce qu'on va maintenir notre prévision de croissance à 2% ou vous allez la relever ? Non, 2%, tout le monde nous avait dit que c'était inatteignable. Et encore aujourd'hui, une partie des organismes qui font les prévisions nous mettaient à 1,7, à 1,8. Je pense vraiment qu'avec les chiffres du premier trimestre, sauf s'il y avait un accident international imprévisible, on fera les 2%. S'il fallait réviser ce chiffre à la hausse, ce qui serait évidemment une très bonne nouvelle, ça serait un peu plus tard. Alors tout au long de cette émission, Monsieur le Premier ministre, on va tenter de comprendre votre vision pour la France pour 2012. C'est vraiment le but de cette émission. Mais dans la première partie, on va parler de l'actualité de la semaine et bien entendu de votre bilan qui a été parasité par l'un de vos ministres, Laurent Wauquiez, qui a fait chanceler le principe du RSA, le revenu de solidarité active. Je dis tout haut, tout ce que pense tout bas, tout ce que tout le monde pense tout bas, disait-il ce matin, avant de faire marche arrière. Vous lui avez demandé ce communiqué sous peine de le renvoyer du gouvernement ? Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a la forme. Un membre du gouvernement, qui est par ailleurs un excellent ministre des Affaires européennes, ne doit pas s'exprimer de façon aussi catégorique sur un sujet qui concerne un autre ministre sans qu'il y ait au moins eu un peu de concertation. Et donc Laurent l'a reconnu, le président de la République lui a dit hier, je l'ai reçu ce matin, ce sujet pour moi est clos. Après il y a un deuxième sujet, le RSA c'est déjà une réforme qui visait à combattre l'assistanat. Au fond, le RMI avait dérivé et était paré de tous les défauts que Laurent évoquait en matière d'assistanat, c'est-à-dire ce sentiment que les Français qui travaillent... C'est le cancer de Français. C'est pas un mot que j'emploierais, mais le sentiment que les Français qui travaillent et qui ont des salaires modestes et qui voient des personnes qui sont en difficulté et qui sont au RMI gagnaient autant qu'eux, ce qui était d'ailleurs pas tout à fait exact, mais enfin, bon, ça on l'a corrigé. Ça n'est pas le RSA d'aujourd'hui, c'est une avancée sociale que le président de la République et moi-même et la majorité nous revendiquons. C'est 230 000 Français qui sont passés au-dessus du seuil de pauvreté et c'est pour 1 million de Français qui sont en passe de reprendre du travail un avantage à reprendre un travail, même à temps partiel, ce que n'était pas le RMI. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe de réciprocité, c'est-à-dire ils touchent le RSA, on leur demande des travaux d'intérêt général. Ils ont déjà des obligations. Ils sont obligés de s'inscrire à Pôle emploi, ils sont obligés d'accepter les emplois qui leur sont proposés. Au bout de 2 refus, le RSA peut leur être supprimé. Maintenant, cette réforme est complexe.
elle a été mise en place de façon récente. Et il y a des défauts dans l'application de cette réforme. Elle est par ailleurs gérée par les départements et tous ne la gèrent pas de la même manière. Et donc le sujet qu'a évoqué Laurent, qui avait d'ailleurs été évoqué par le président de la République il y a quelques semaines, c'est un sujet qui n'est pas tabou. Personne ne dit que le RSA est une réforme qui n'a pas besoin d'être évaluée et d'être corrigée. Vous l'aimez bien, en tout cas, vous parlez de lui comme Laurent. Je l'aime bien, c'est quelqu'un qui est proche de moi. J'ai comment dirais-je, beaucoup d'affection pour lui. En plus, je pense que c'est un ministre qui a du talent. Simplement, il a commis une faute en termes de fonctionnement. L'équipe gouvernementale doit être disciplinée, elle doit être solidaire. En plus, on est, comme je le disais tout à l'heure, à la veille d'une année qui va être forcément une année agitée sur le plan politique, sur le plan électoral. Il faut donc plus de cohésion. Mais comme moi, mon travail, c'est de rassembler la majorité, c'est pas de la diviser. Et d'une certaine manière, cette affaire de RSA a un peu divisé la majorité. Je vais rassembler autour de moi des parlementaires, ceux qui pensent que le RSA doit être corrigé, ceux qui ne le pensent pas, et on va ensemble, dans le mois qui vient, évaluer le fonctionnement du RSA. Et s'il y a de bonnes idées sur la table pour rendre l'assistanat la part d'assistanat plus faible et pour mieux inciter les Français à reprendre un travail, enfin ceux qui sont au RSA, on le fera. Mais il y a une dernière chose que je voudrais dire sur ce sujet, c'est qu'il ne faut jamais oublier de quoi on parle. On parle d'hommes, de femmes, d'enfants qui sont en extrême précarité et qui ont des revenus extrêmement modestes. Et il ne faut pas l'oublier quand on évoque cette question de l'assistanat qui, je le sais, est chère au cœur des Français. Alors, on va passer à la deuxième partie de l'émission, Monsieur Fillon, et on va maintenant accueillir François Bachy, qui dirige le service politique de TF1. Bonsoir. Bonsoir François. Vous avez une question directe. Donc. Afif Belabbas, il est enseignant dans un lycée parisien, il a 35 ans. On l'avait interviewé dans le cadre d'un reportage sur le pouvoir d'achat des fonctionnaires le 19 avril dernier. On l'a retrouvé et il a une question à vous poser. Monsieur le Premier ministre, les fins de mois sont difficiles. Comme bon nombre de Français, j'ai subi une baisse conséquente de mon pouvoir d'achat. Pensez-vous que le gel des salaires des fonctionnaires imposé par votre gouvernement va améliorer ma situation ? Que lui répondez-vous ? Il y a plusieurs choses à répondre. D'abord, il n'est pas exact de dire que le pouvoir d'achat, en particulier des fonctionnaires, a baissé. Nous avons protégé, avec le président de la République, les Français pendant la crise. Cette crise a évidemment eu des effets en termes de salaire, en termes de chômage, en termes de croissance. Et dans la plupart des pays européens, elle s'est traduite par une baisse forte du pouvoir d'achat. Là, il dit que c'est gelé pour l'année 2011 et l'année 2012. Les chiffres montrent que la politique que nous avons conduite, le RSA, les heures supplémentaires, l'augmentation d'un certain nombre de prestations sociales, les décisions qui ont été prises pour exonérer des 2/3 de l'impôt sur le revenu en 2009 les familles aux revenus modestes et moyens, tout ça a permis, grosso modo, de maintenir le pouvoir d'achat des Français. Je sais que ce n'est pas la situation que les Français ressentent parce qu'ils ont en face d'eux un prix de l'énergie qui augmente, un certain nombre de charges supplémentaires. Le prix des pâtes, le prix du café. Il faut bien que tout le monde comprenne que le gouvernement n'a pas de baguette magique pour augmenter le pouvoir d'achat, surtout quand on est en période de crise. Oui, mais aux fonctionnaires, on leur avait dit on ne remplacera pas un fonctionnaire partant à la retraite sur 2 parce qu'en échange, on augmentera votre rémunération. C'est exactement ce qu'on fait. C'est pour ça que la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que l'affirmation selon laquelle le pouvoir d'achat des fonctionnaires aurait baissé n'est pas exact. Nous avons décidé de geler ce qu'on appelle le point d'indice qui permettait chaque année d'augmenter globalement les salaires des fonctionnaires en tenant compte de la croissance, en tenant compte d'un certain nombre d'indicateurs économiques. Nous sommes dans une situation financière, la France comme beaucoup d'autres pays développés, avec un endettement très important, qui doit nous conduire à baisser la dépense publique. La plupart des pays européens ont engagé des plans très violent de réduction du nombre des emplois publics, simplement en licenciant un grand nombre de fonctionnaires. Nous avons voulu à tout prix éviter ces situations extrêmes. Et nous avons choisi, avec le président de la République, de ne pas remplacer un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite. Et l'économie qui est faite est reversée pour 50% aux fonctionnaires à travers des améliorations de carrière, à travers un certain nombre de dispositifs. Et cette situation, elle va se poursuivre. Ce sera le cas cette année. C'est une contrainte qui est obligatoire. Et je dis d'ailleurs que personne
ne pourrait faire différemment compte tenu de la situation qui est celle de notre pays et compte tenu du fait qu'on a recruté depuis le début des années 90 1 million de fonctionnaires supplémentaires, toutes catégories confondues, y compris les collectivités locales. C'est une situation que les finances françaises ne peuvent pas supporter. Donc vous conseillez aux prochains candidats éventuellement de poursuivre cette règle du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Mais tout le monde sera obligé de le faire d'une façon ou d'une autre. Pour une raison très simple, c'est que si nous ne le faisons pas, nous ne trouverons plus sur les marchés la possibilité de financer notre endettement à un taux raisonnable. Aujourd'hui, la France paie 45 milliards d'euros d'intérêts de la dette, du fait d'une dette qui s'est accumulée depuis plus de 30 ans. Nous empruntons à des taux très bas parce que les marchés ont confiance dans la politique qui est conduite. Ils ont confiance dans le fait qu'on réduit le déficit, on réduit la dépense publique. Si demain des signaux contraires étaient envoyés, alors les taux d'intérêt s'envoleraient et la situation de notre pays serait beaucoup plus difficile. Un mot, Monsieur le Premier ministre, de la prime aux salariés. Elle devait concerner au départ 8 millions de salariés. Finalement, maintenant, c'est plus que 4. Est-ce que c'est un premier recul? Est-ce que c'est pas, au fond, une usine à gaz qui oppose et les salariés et les entreprises? Les informations qui avaient été données au début n'avaient aucun sens. Je ne sais pas d'où elles sortaient. Les choses sont très simples. Nous estimons, avec le président de la République, qu'en sortie de crise, alors qu'on a demandé aux Français, et notamment aux salariés des entreprises, de faire des efforts, compte tenu de la récession, il doit y avoir un meilleur partage des bénéfices, un meilleur partage de la valeur. Quand une entreprise fait des bénéfices, c'est normal qu'elle verse des dividendes à ses actionnaires. Donc c'est 4 millions de personnes. Mais non, ce chiffre est faux, comme le 8 aussi. C'est moins. Ça dépendra du nombre d'entreprises qui feront des bénéfices. Ça dépendra du nombre d'entreprises qui verseront des dividendes. Ce que nous voulons, c'est qu'une entreprise qui verse des dividendes à ses actionnaires, et en particulier qui en verse plus que les années précédentes, soit amenée à engager une négociation avec les partenaires sociaux en vue de verser une prime qui sera obligatoire, mais dont le montant est décidé par l'entreprise dans le cadre du dialogue social. Et cette prime, son montant est libre. La seule chose que nous avons plafonnée, c'est l'avantage fiscal qui va avec la prime, qui est de 1 200 €. Et je veux ajouter, puisque j'entends le contraire très souvent dans les médias aujourd'hui, que les entreprises de moins de 50 salariés auront le même avantage. Et donc ce chiffre de 4 millions, je dis qu'il est faux, parce que personne aujourd'hui n'est en mesure de savoir quelles sont les entreprises qui seront en situation pour verser cette prime. Alors, Monsieur le Premier ministre, nos téléspectateurs ont pendant toute la semaine choisi sur notre site info-tf1news.fr les thèmes de préoccupation qu'ils souhaitaient vous voir aborder en priorité. Il y avait 10 thèmes au départ. 5 ont été retenus en tête. En 1, le pouvoir d'achat, on vient de l'évoquer. En 2, l'immigration, c'est très important. En 3, l'emploi et le chômage. En 4, la sécurité. En 5, l'éducation. Concernant l'immigration, qui est donc la seconde préoccupation des Français, comment faire face à l'afflux de réfugiés tunisiens qui arrivent via l'Italie et qui veulent rejoindre notre pays? Le contrôle aux frontières, c'est la seule solution? Est-ce que ce n'est pas un recul de l'Europe? D'abord, il faut dire que la situation de la Tunisie est très particulière. Pendant des années, la Tunisie était une dictature et il y avait des hommes et des femmes qui s'en échappaient. Bien sûr, c'était une dictature à tel point que nous accordions... Avec la Tunisie. Oui, mais ça ne nous empêchait pas d'accorder l'asile politique aux adversaires de M. Ben Ali. J'entends souvent dire que la France était rangée du côté du régime de M. Ben Ali, mais c'est en France qu'étaient accueillis tous les opposants de ce régime, qui était un régime qui n'était pas démocratique. Aujourd'hui, il y a eu une révolution en Tunisie. Les choses ont changé, il y a une démocratie qui est en train de s'installer. Il n'y a plus aucune raison d'accorder l'asile politique à des Tunisiens. Par ailleurs, la Tunisie a besoin de ses enfants pour se construire et ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que les Tunisiens qui sont entrés illégalement sur le territoire européen retournent en Tunisie. On a donc engagé une négociation avec la Tunisie qui se passe d'ailleurs de façon très correcte et qui va permettre à l'Europe, à la France, à l'Italie, de ramener en Tunisie tous les Tunisiens qui sont entrés illégalement sur son territoire. Il y a un deuxième problème qui est celui de l'immigration légale. Il y a 200 000 immigrés légaux qui arrivent chaque année en France. Claude Guéant a proposé qu'on réduise ce nombre à 180 000, qu'on le baisse de 20 000. Est-ce que c'est une solution qui vous agrée? Je rappelle que les immigrés légaux, c'est le regroupement familial, c'est des gens qui ont un travail en France. D'abord, il faut dire que la France est un des pays les plus généreux en matière d'accueil, notamment en matière d'asile. On est le 2e pays au monde en matière de demande d'asile, derrière les États-Unis.
S'agissant de l'immigration légale, il faut qu'elle soit adaptée en permanence à nos capacités d'accueil et à la situation économique, c'est-à-dire aux emplois qui sont Et offerts. vous avez entendu le MEDEF hurler contre cette mesure parce Oui, que je n'ai pas bien compris la réaction du MEDEF, parce que il y a une législation française dans ce domaine. C'est-à-dire qu'un patron d'entreprise n'a pas le droit de recruter, d'aller chercher à l'extérieur des salariés quand il est dans un secteur d'activité où il y a des offres d'emploi nombreuses parmi nos concitoyens. Bon, il faut simplement appliquer cette règle. À quoi servirait-il de faire venir des hommes et des femmes pour ensuite les mettre en situation de chômage? Vous savez combien il y a d'emplois à pourvoir aujourd'hui dans le bâtiment? Mais il y a des secteurs, 80 000. il y a des secteurs où on va continuer. Dans l'hôtellerie-restauration, 60 000. Il y a des secteurs où on va continuer d'accueillir des migrants, et puis il y a des secteurs où on en a moins besoin. Donc c'est normal qu'on adapte en permanence ce chiffre. J'ajoute que s'agissant du regroupement familial, là aussi, il y a un certain nombre d'abus qui ont été constatés. Donc c'est normal qu'on y mette un terme. Ce sont les instructions que j'ai données, que le président de la République a données au ministre de l'Intérieur. Encore une fois, nous sommes un des pays les plus généreux en matière d'accueil des étrangers, mais cette générosité ne doit pas conduire ni à les recevoir dans des conditions indignes, ni à mettre notre système social en situation trop difficile. Monsieur Fillon, je vais vous proposer maintenant de regarder une image. C'est une surprise, c'est une photo de l'une de vos premières interventions télévisées, je pense. C'était quelques semaines, c'est un hasard, après le 10 mai 81, l'élection de François Mitterrand, bien sûr. Vous venez d'être élu député de la Sarthe, vous avez 27 ans, hein, c'est ça? Vous êtes le Benjamin de l'Assemblée nationale. Non, on ne vous entendra pas. Alors, mais 30 ans après, quel regard est-ce que vous portez sur ce jeune François Fillon? Est-ce que vous avez perdu toutes vos illusions? Oh non, pas du tout. Non, je n'ai pas perdu mes illusions. J'ai appris. J'ai changé ? J'ai changé, bien sûr, heureusement. Sinon, je me demande toujours, quand je vois cette photo, comment les électeurs de la Sarthe ont pu me faire confiance, tellement j'ai l'air d'un gamin. C'est une période qui a été très intense pour l'histoire de notre pays. Les choix économiques qui ont été faits en 81 par la gauche ont eu des conséquences assez négatives sur la France et sur le long terme. Mais en même temps, c'est une période qui a vu pour la première fois un président socialiste élu, donc un président qui appartient à l'histoire. Et comme disait Clémenceau, il faut prendre l'histoire d'un bloc avec ses ombres et ses lumières. Un petit mot de politique peut-être sur l'UMP. Il y a des divisions au sein de la majorité. Jean-Louis Borloo menace de se présenter. Vous redoutez cette candidature au sein de la majorité ? Je redoute qu'il y ait trop de candidatures aux élections présidentielles, car l'élection présidentielle dans la Ve République ne peut pas fonctionner correctement si, au fond, on n'a pas, grosso modo, le choix entre deux grandes formations politiques de gouvernement. On a vu d'ailleurs avec l'élection de 2002 les conséquences que pouvait avoir un trop grand nombre de candidats. Donc je redoute, je l'ai dit plusieurs fois, qu'il y ait un trop plein de candidatures. Et j'ai eu l'occasion de dire à Jean-Louis Borloo, aux centristes, qu'ils avaient toute leur place dans la majorité. D'ailleurs, Jean-Louis Borloo a été pendant près de 4 ans ministre de Nicolas Sarkozy, il a été ministre dans mon gouvernement, il y a fait d'ailleurs des choses tout à fait remarquables, comme le Grenelle de l'environnement. Je n'ai pas senti à cette époque qu'il y avait des désaccords de fond sur la politique que nous conduisons. Donc une nouvelle fois, je profite de l'occasion que vous me donnez pour lancer un appel aux radicaux en leur disant vous avez votre place dans la majorité conduit une politique qui est d'ailleurs très souvent inspirée des idées qui sont les leurs, je pense en particulier à la politique européenne qui est la nôtre, une candidature qui serait une candidature d'opposition au président de la République, d'opposition à la politique que nous avons conduite, n'aurait pas de sens, et je pense qu'elle ne serait d'ailleurs pas comprise par les Français. Dominique Strauss-Kahn doit-il terminer son mandat au FMI ? En tout cas, on a besoin de lui. La situation est particulièrement difficile, comme vous le savez, dans plusieurs pays, et notamment en Europe, en Grèce. Il a accepté un mandat, je souhaite qu'il aille jusqu'au bout. Enfin, ça, c'est son choix et ça n'est pas le mien. Alors, on va maintenant conclure avec quelques questions très rapides auxquelles vous devez répondre par oui ou par non. C'est la règle de parole directe. Et la première question, est-ce que vous participerez à la rédaction du projet de Nicolas Sarkozy comme vous l'avez fait en 2007 ? S'il me le demande, peut-être pas de la même façon, parce qu'en 2007, j'en ai été l'artisan.
Je pense que... Il ne vous l'a pas demandé, donc Non, mais surtout, je ne souhaiterais pas avoir la même responsabilité en 2012 qu'en 2007, simplement parce qu'il faut se renouveler. C'est très difficile de concevoir un projet qui soit un projet original, surtout quand on vient de gouverner le pays pendant 5 ans. Donc j'apporterai ma pierre à ce projet, mais je ne revendique pas d'en être le rédacteur. Toujours par oui ou par non, est-ce que vous considérez que le Front National est un parti républicain comme les autres ? C'est un parti légal, mais ça n'est pas un parti comme les autres. Parce que c'est un parti extrémiste. Parce que c'est un parti extrémiste et que les partis extrémistes n'ont toujours apporté dans notre pays, quand on regarde notre histoire, que des souffrances et du malheur aux Français. Faut-il être quelqu'un de normal, Monsieur Fillon, comme se présente François Hollande, pour devenir président de la République? Oui ou non? Je pense qu'il faut mieux avoir tous ces esprits pour être président de la République, mais je remarque que depuis le début de la Ve République, ça a toujours été le cas. Vous êtes sûr que Nicolas Sarkozy sera candidat en 2012 ou c'est un secret de polichinelle, comme dit Alain Juppé ? On ne peut jamais être sûr, mais en tout cas, ce que je peux dire ce soir, c'est que je le souhaite, parce que, comme je le disais au début de cette émission, on a fait des réformes de structure qui doivent être continuées. La France est un pays qui a trop souvent changé de cap, et qui en a beaucoup souffert. Les Français en ont souffert finalement en termes de croissance. On a vraiment besoin de continuité, de solidité. Nicolas Sarkozy a montré qu'il était solide, il a montré qu'il avait une crédibilité au plan international comme au plan interne. Et donc moi, je souhaite qu'il soit candidat en 2012 et je lui apporterai mon soutien. Merci beaucoup, Monsieur Fillon, d'être venu inaugurer ce nouveau rendez-vous politique sur TF1. On va se retrouver le mois prochain avec François Bachy et notre prochaine invitée, qui sera Martine Aubry. Sera-t-elle ou non candidate? Vous le saurez en regardant Parole Directe. Dans un instant, la suite de vos programmes sur TF1. Bonne soirée à tous.